c'est l'un des plus petits fleuves de France, remarquable par son embouchure où les eaux du large et les eaux de la terre s'unissent pour former des entrelacs étonnants de chenaux, de bassins et de villages ostréicoles. Une vision que l'on pourrait imaginer à l'autre bout du monde et pourtant, l'estuaire de la Seudre est bien l'un des paysages identitaires de Charente-Maritime. Aujourd'hui, c'est en compagnie de Thierry Sauzot, historien, que je pars en voyage dans l'espace et le temps. La Seudre, c'est un endroit où la nature et l'homme finalement se rencontrent et ont des interactions qui sont assez uniques finalement sur le littoral charentais. Et donc ça, c'est la raison pour laquelle cet endroit est assez magique. J'en profiterai pour aller à la rencontre d'un artiste de la région qui réalise sur les plages des œuvres grandioses, des créations éphémères. Le beach art, c'est l'art de dessiner sur la plage des fresques monumentales à marée basse. Donc c'est quelque part une performance. On a très peu de temps pour le faire, le temps d'une marée. Et voilà, c'est l'idée principale. Le temps d'un détour dans l'estuaire de la Seudre, j'aimerais bien comprendre de quelle façon les historiens peuvent aider nos sociétés modernes à construire l'avenir. Impossible de ne pas tomber amoureux d'un tel endroit, surtout quand la nature vous sort le grand jeu. Lever de soleil sur l'estuaire de la Seudre, le plus grand ensemble de marées maritimes du littoral français. Un espace que connaît particulièrement bien Thierry Sauzot, professeur d'histoire moderne, maître de conférences à l'Université de Poitiers. Ce pont, il date de quand, Thierry? Alors il a été construit en 1972 et il a tout changé pour surtout les habitants de la presqu'île d'Arvers. Parce qu'avant, il fallait aller du côté de l'Aiguille, donc à 30 km dans l'intérieur des terres pour pouvoir traverser la Seudre. Donc c'était pratiquement une expédition. Et à partir de ce moment-là, ça a enclenché on va dire un développement supplémentaire pour ces villages. La Seudre est un drôle de cours d'eau. Petit ruisseau presque insignifiant à sa source, il se termine sur ses 17 derniers kilomètres par un estuaire remarquable. Hop. Alors tu m'as dit de prendre la cale, pourquoi? Eh bien parce qu'il n'y a pas de frein à main, c'était comme ça d'origine et la cale était livrée avec la voiture. Carrément. C'est bon, tu peux sortir. L'endroit est impressionnant. Quelle est la largeur de l'embouchure de la Seudre ici? Aujourd'hui, c'est environ 1,5 km. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. À la fin du Moyen-Âge ou au XVIe siècle, c'était 4,5 km. Une telle différence? Oui, c'est lié à deux phénomènes. L'envasement de l'estuaire et puis d'autre part, je dirais l'action humaine qui a consisté à aménager des salines en utilisant cette vase que l'estuaire accumulait patiemment. On peut dire que ce sont des paysages créés par les hommes? Et oui, dans le but de produire la richesse importante de l'époque qui était le sel, puisqu'on avait le soleil, les paysages plats, la mer, le vent. Et donc on avait tout ce qui était nécessaire pour pouvoir se lancer dans la production de sel marin. Est-ce que cette partie du littoral de Charente-Maritime, c'est pas l'un des endroits où il y a le plus de modifications, de traits de côte, de mouvements permanents entre la terre et la mer? La Saintonge-Maritime en général, le golfe de Brouage, l'estuaire de la Seudre, les rives de l'île d'Oléron, c'est des endroits effectivement où le trait de côte a énormément bougé, à la fois sous l'action naturelle de l'envasement et puis sous l'action humaine avec des endiguements, l'aménagement de marais salants. Oui, il y a eu des centaines d'hectares qui ont été gagnés sur la mer à un moment donné, oui. Là-bas, c'est l'océan, on voit le pont d'Oléron, le Pertuis, et par là, qu'est-ce que c'est? Par là, c'est l'estuaire de la Seudre, là, une trentaine de kilomètres de bras de mer. Et c'est ce qu'on va voir? Exact. Allez, on repart. On est reparti. Volant cuir. Volant sport. T'aimes tellement l'histoire que tu pousses le vice jusqu'à avoir une voiture ancienne, c'est ça? Ah, elle n'est pas à moi, hein. C'est un copain qui la possède, elle a 60 ans et il la met à disposition et il
fait faire des visites dans la presqu'île d'Arvert. Voilà, c'est un passionné. Durant des siècles, d'immenses navires à voile venus de l'Europe du Nord viennent jusqu'ici pour s'approvisionner en sel, faisant la fortune de la région. L'activité va doucement péricliter jusqu'à totalement disparaître au XVIIIe siècle. Et c'est l'ostréiculture qui va sauver la région. Les anciens marais salants sont convertis en clairs d'affinage pour élever les huîtres. Aujourd'hui, Marennes-Oléron est le plus important centre d'affinage en Europe, le premier bassin pour la commercialisation des huîtres. Il y a beaucoup de charme dans ces ports ostréicoles, comme ici la Tremblade, avec une configuration toujours particulière. Il faut comprendre que la Seudre, comme elle a été aménagée de part et d'autre par des centaines de mètres finalement de clairs ostréicoles, le port, lui, c'est un chenal, donc il traverse la zone de clairs, et donc sur plusieurs centaines de mètres lui aussi, jusqu'à rejoindre le lit de la Seudre qui lui est navigable et qui permet d'aller dans les parcs en pleine mer. Radar fréquent. On risque rien a priori, hein. T'es en vitesse de pointe à 40, c'est ça? 35. Avec la capote ouverte, franchement, on profite du ciel bleu. Ah bah oui, là, on peut dire qu'on est privilégié quand même. Hein. Alors il y a des endroits où il y a des vignes, pourquoi là et pas à côté? Ah ben, c'est un marqueur du paysage ancien en réalité, puisque là où il y a des vignes, c'est là où il y avait des îles, on va dire jusqu'à la fin du Moyen-Âge, au début du XVIe siècle. Et donc c'est légèrement plus haut que le reste du paysage, donc la vigne est plantée là, et elle s'y trouve bien. Et ouais, alors ici on est à Mornac-sur-Seudre, tu sais, donc c'est un des plus beaux villages de France. Et puis c'est surtout un village très ancien sur les rives de la Seudre, puisqu'il y a des traces d'occupation dès l'époque gallo-romaine. Il y a bien sûr eu de forts enjeux au Moyen-Âge. Et au moment de l'époque moderne, alors là c'est devenu un port important. Donc voilà, il y a vraiment une histoire très forte qu'on voit effectivement dans les bâtiments, dans le patrimoine bâti ici, quoi. Puisqu'on arrive sur le port de Mornac, j'aimerais qu'on parle d'un livre que tu as écrit, Les marins de la Seudre. La Seudre a été et est un pays de matelots. Ça paraît un peu extraordinaire aujourd'hui, mais dès le XVIe siècle et même avant, au Moyen-Âge, les gens ici ont navigué vers Bordeaux, qui était un port de commerce extrêmement important. Ils se sont même finalement rendus indispensables à l'époque de la guerre de Cent Ans, tu vois. Et les Bordelais les ont reconnus comme des gens fiables. Et lorsqu'il y a eu l'ouverture atlantique au XVIe siècle, ils sont devenus la cible des recruteurs, armateurs, négociants de Bordeaux. Alors, à t'entendre, ce sont des marins au long cours, ils vont jusqu'où? Au XVIe siècle, ils vont à Terre-Neuve, puisqu'ici il y a du sel. L'argent vient de Bordeaux pour armer les navires, les construire. Et donc on part par équipage entier, parfois souvent du même village. Et puis, à mesure qu'on avance dans le temps, au XVIIe siècle, vient se mélanger avec cette pêche à Terre-Neuve, la navigation au long cours vers le Canada, puis vers les Antilles. Et au XVIIIe siècle, il y a même la traite négrière qui va venir s'ajouter à tout ça. Et donc, ces gens de mer de la Seudre sont la main-d'œuvre de l'ensemble de ces activités-là. Je comprends mieux en t'écoutant pourquoi l'air marin vient chatouiller les narines dans cet endroit. La mer est proche et loin, en fait. Tout à fait. La mer est loin parce qu'on est dans le fond de l'estuaire de la Seudre, donc on est à 25-30 km de l'embouchure du fleuve, donc de la mer, mais elle est proche parce qu'évidemment, toute l'histoire qu'on a autour de nous a été nourrie des aventures de mer. Nous arrivons maintenant au port de Ribérou, à Saujon, situé à 30 km de l'embouchure. Difficile d'imaginer l'intense activité qui régnait ici au XIXe siècle, bien avant ces cartes postales. Des bateaux à touche-touche, des centaines de personnes s'affairant à débarquer et à trier les sardines arrivant de Bretagne ou la morue de Terre-Neuve. Est-ce que tu ne crois pas, Thierry, qu'il y a un peu deux histoires, celle avec un grand H, les rois de France, les nations, et puis celle de ces femmes et de ces hommes qui, par exemple, ont vécu ici à Saujon? Ben oui, automatiquement, tu as raison. Il y a la grande histoire, celle des hommes politiques, celle des grandes décisions. Et puis il y a l'histoire de ceux qui les subissent ou qui les appliquent au ras du sol, au ras de la vague quand on parle de marins. Laquelle tu préfères, toi? Moi, je suis plutôt un historien des petites gens, des gens de peu, comme on peut dire aussi. Voilà. Est-ce que tu te rappelles le moment où tu as eu ce désir d'être historien?
J'ai eu la chance de grandir entouré d'une famille dont les gens avaient de la mémoire et aimaient raconter. Alors forcément, quand tu démarres avec un capital comme celui-là et que tu arrives à l'école et que tu rencontres des gens qui sont eux aussi des fameux raconteurs d'histoire, mais au sens noble du terme, ça ne peut que t'encourager à continuer et à persévérer dans un tel domaine. Tu as utilisé plusieurs fois le mot mémoire. Est-ce que c'est pas finalement le concept le plus important dans tout ça? C'est celui qui, quand tu t'adresses à des contemporains, là, si on croisait des gens et qu'on leur... Eux, ils vont raccrocher ce que tu leur racontes à des effets de mémoire, des choses qui se disent, qu'on leur a racontées. Et évidemment, le travail de l'historien, lui, il revient à dire qu'il y a des portions de cette mémoire qui sont faciles à documenter, à connecter avec ce qui fait la science historique, hein, l'archive, le document, qui peut être écrit, filmé, photographique. Et puis, il y a des morceaux de mémoire qui restent encore des énigmes, c'est-à-dire qu'ils ont été forgés de toutes pièces par la société pour des raisons assez obscures et pour lesquelles on n'a pas encore trouvé les documents qui permettent de confirmer ce que dit cette mémoire, quoi. C'est un moteur, ça, de trouver des réponses à des inconnus du passé. C'est un fameux moteur, oui, ça tu as tout à fait raison. Je pars maintenant à la rencontre d'un personnage étonnant. Un artiste pour qui la nature est plus qu'une source d'inspiration, le support physique de ses créations. Originaire de Royan, Giben s'est fait un nom chez les amateurs de land art. Chacune de ses œuvres éphémères est une course contre la montre, un jeu avec les éléments. Salut Giben! Salut, comment vas-tu? Ouais, très bien. Waouh! Déjà là, ça commence à prendre forme. Je devine immédiatement un loup. Exactement, voilà, ça pose la base du dessin. Donc on a bien un loup et l'idée, ça va être après de construire autour. Quel cadre! C'est magnifique. Hein, un phare que tout le monde connaît ici. Et c'est le phare de la Coubre, dans mon pays royanais natal. Et là, les conditions aujourd'hui, quand même, elles sont formidables parce que fort coefficient. Exactement, on est sur des grandes marées, donc pour moi c'est du pain béni. Ceux-là, on voit bien, hein, le terrain de jeu il est juste énorme. Et puis j'aurai jamais le temps d'une marée pour tout recouvrir, on imagine bien. Tu fais une esquisse avant de t'attaquer à la plage? Oui, je vais te montrer du coup, ça sera plus parlant tout de suite. Et tu vas mieux comprendre donc le côté nature avec les différents éléments. On va voir la mer, la terre, la lune, mais qui rapporte au soleil, les nuages, voilà. Et donc, ce loup là au milieu qui vient un petit peu poser et peut-être nous envoyer un message, qui sait. La plage, c'est ta toile et ton pinceau. Eh ben, mon pinceau, c'est un outil de jardinier, hein. Voilà, là on est sur un petit ramasse-feuilles. Des outils très basiques au final. Quelques-uns que j'ai customisés pour faciliter mon utilisation. Mais globalement, c'est des outils comme on les trouve dans le commerce, tout simplement. Bon, allez, je vais te suivre. C'est quand même super dur de prendre la dimension au sol, de ne pas te tromper dans les proportions. Oui, alors c'est effectivement la réflexion que tout le monde se fait un petit peu. Il n'y a pas vraiment de secret. Finalement, moi, je me suis un peu découvert cette faculté, entre guillemets. Il y a des gens qui ont cette facilité à se repérer dans l'espace, d'autres non. Je fais partie de la première catégorie. Giben a commencé à réaliser ses œuvres monumentales sur le sable en 2014. Très vite, devant le succès, il abandonne son métier de web designer pour se consacrer à 100% à ses créations artistiques. Ce succès, il le doit en partie à Internet qui l'a fait connaître. Sur les réseaux sociaux, il cumule aujourd'hui plus de 30 millions de vues. Dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que tu es un peu speed. Il y a une histoire de course contre le temps, non? Oui, alors là, on a un phénomène en fait qui arrive de temps en temps. C'est qu'on a énormément de vent, il ramène le sable des dunes, le sable sec. Ah, le risque, c'est que ça recouvre, sur la fresque. Ouais. Voilà.
Là, le sable sec peut vraiment tout recouvrir en 10 minutes et tout mon travail est foutu. Je rapproche ça de la méditation de pleine conscience, dans le sens où on est complètement à ce qu'on fait en fait, très concentré, on est vraiment dans le moment. Quelque part, c'est aussi un exutoire. Là, moi, je suis hors du temps en fait quand je fais ça. Donc, surtout dans notre quotidien aujourd'hui, on voit bien qu'on a toujours des petites choses qui viennent nous contraindre. Donc, prendre le temps, prendre ces moments-là, ben voilà, c'est juste génial. Donc, tous les peintres ne peuvent pas se vanter d'avoir une toile vierge chaque jour apportée par la nature. J'avoue être vraiment impressionné par le côté très méthodique de Giben, parce qu'on pourrait penser, à cause du cadre, la plage, qu'il s'agit d'un amusement, d'un divertissement, alors que c'est un vrai travail de création. Ça fait très longtemps que j'avais envie de le rencontrer parce que nous avons un point commun. Nous faisons tous les deux partie de ce qu'on pourrait appeler les pionniers, il y a une quinzaine d'années du drone. Nous, pour la télévision, lui, pour mettre en valeur ses créations artistiques. Comment ça t'est venu la première fois, l'idée de faire comme ça un dessin sur la plage Alors, j'ai rien inventé. En fait, j'ai découvert un artiste américain qui faisait des fresques comme ça sur la plage. Et c'est vrai qu'à l'époque, en fait, c'était il y a plus d'une dizaine d'années, les artistes prenaient des photos de leurs fresques, mais à partir de surplomb rocheux. Et à cette époque-là, quand j'ai découvert cette forme d'art, moi, je bricolais déjà des drones. Et je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire avec le drone? Est-ce qu'on ne pourrait pas magnifier encore plus les fresques en utilisant un drone avec différentes perspectives? Et cette réflexion a fini par mûrir dans ma tête et je me suis dit, tiens, allez, moi j'ai des plages à côté de la maison, ça serait quand même dommage de ne pas faire un essai. Voilà. Et c'est parti de là, donc je suis allé m'acheter des petits outils. J'ai fait mes premiers essais sur des formes très simples, de la forme géométrique. Et c'est vrai que quand je suis rentré à la maison, j'ai vu le résultat sur les images avec le drone, même si c'était pas un dessin extraordinaire, je me suis dit, quand même, il y a quelque chose à faire. Et je me suis rendu compte très vite que j'étais à l'aise avec cette forme d'art. Et voilà, j'ai jamais arrêté, c'est devenu une passion. Ah, c'est chouette le résultat. Ça te plaît toi ou pas? Écoute, je peux sans te mentir, habituellement, j'essaie de faire en sorte qu'on n'ait pas ce phénomène là, du sable sec qui vient assécher la fresque. On perd vraiment en lisibilité sur le dessin. Il y a ce petit côté-là où je me dis, bon, un peu perfectionniste, où je me dis c'est un peu dommage. C'est ça, travailler avec la nature. Mais voilà, on travaille avec la nature. Aujourd'hui, les conditions sont comme ça. Et voilà, il n'y a Après, pas que la mer, ça fait fonctionner l'imaginaire parce que là, ton loup, il est recouvert de neige. Ouais, c'est un peu ça. Voilà, c'est pour ça, l'interprétation, après, est libre à chacun. Ce qui est fait est fait. Et la nature est venue ajouter sa petite note artistique, quoi. Parce qu'il y a ton œuvre, mais elle s'intègre à un environnement. Et c'est ce jeu entre les deux, toi, qui t'intéresse. Oui. Ce dialogue. En fait, il faut savoir que le beach art, à la base, c'est quand même un dérivé du land art. Et donc là, on est sur une plage avec une belle étendue de sable. Donc voilà, on pose la fresque un peu au milieu. Quelquefois, je me sers quand même des baïnes, parce que les baïnes, quand j'arrive, sont déjà formées. Et là, je vais m'appuyer peut-être sur un banc de sable pour créer, de la même manière que quelquefois je suis sur une plage avec des surplombs rocheux et je vais m'appuyer sur les rochers pour créer une œuvre autour. Et voilà, on peut vraiment faire du land art aussi avec cette forme d'art. Ah, je pense à une de tes œuvres là qui épouse parfaitement la côte rocheuse. Je ne sais pas à quel endroit c'était, mais enfin c'est pas loin d'ici. Oui, c'est sur la plage de la Grande Côte et effectivement là j'avais posé un mandala dans les rochers parce qu'on avait cette petite anse là qui s'ouvrait. Et donc on a un mandala en demi-cercle qui vient lier ces rochers et du coup ça crée une belle œuvre à la fin parce qu'on a le dessin et puis vraiment intégré à son environnement. Quand ton œuvre petit à petit est recouverte par l'eau de l'océan, qu'elle disparaît, t'as un pincement au cœur où tu te dis non, ça fait partie de ma démarche?
Alors moi, je suis complètement détaché de ça. Au final, quand on accepte le jeu dès le début, on le sait, que la marée elle va, elle vient, et qu'on dessine quelque chose, la mer va venir recouvrir. Et en fait, moi je trouve ça plutôt hyper positif parce qu'au final, ça veut dire que je vais pouvoir revenir demain, j'aurai une toile vierge et j'aurai plus qu'à m'éclater de nouveau. Et c'est la nature qui me l'offre. Donc voilà, qu'est-ce que je peux demander de mieux au final? Je retrouve Thierry au Moulin des Loges, situé à l'extrémité nord des marais qui bordent la Seudre. Le bâtiment actuel a été construit en 1719, en lieu et place d'un tout premier moulin qui existait dès le XIIe siècle. Un bel exemple de développement durable et écologique avant l'heure. Alors je vois bien que sur ce moulin, il n'y a pas d'aile pour faire tourner avec la force du vent. Comment il fonctionne? Ce moulin, c'est pas un moulin à vent. Il y en a d'autres dans le pays, mais celui-ci, c'en est pas un. C'est un moulin à marée. Et un moulin à marée, ça fonctionne comme son nom l'indique. Lorsque la marée haute permet de remplir un réservoir qui est situé à l'arrière, et puis lorsque la marée est basse, on va larguer l'eau qu'on a accumulée à l'arrière, et on va de ce fait pouvoir faire tourner le moulin, qui lui va faire tourner des meules et fabriquer de la farine. Alors, quand on lâche l'eau d'ailleurs, c'est assez puissant, non? Non seulement c'est puissant, mais effectivement c'est assez puissant pour faire tourner la roue, mais aussi pour nettoyer les chenaux qui sont en aval et notamment les débarrasser de la vase la plus récente qui est venue s'y accumuler. Quand on regarde ce bâtiment avec ton regard d'historien, on peut en déduire des choses dans le passé, dans l'histoire? Quand on regarde la manière dont il est bâti, et notamment les matériaux qui ont été utilisés pour la construction, on peut en déduire qu'il était situé sur une zone où il y avait des échanges maritimes importants, puisque ici, dans le sous-sol, on a de la pierre calcaire, mais ce bâtiment, il est construit à la fois en pierre calcaire et en pierres qui viennent d'un peu partout en Europe, qui étaient des pierres de l'Est, dont les navires qui venaient charger le sel ici devaient se décharger lorsqu'ils arrivaient pour prendre leur cargaison de sel. C'est toutes ces pierres noires, hein, là, exact, les pierres noires, les granites, les grès. Elles sont arrivées d'où? Du nord de l'Europe? Essentiellement du nord de l'Europe, Scandinavie, Danemark, Hollande, Angleterre. Est-ce qu'un historien, ce n'est obsédé que par le passé? Un historien n'est pas obsédé que par le passé, d'abord parce qu'il vit dans une société qui est actuelle, il est confronté à une demande sociale dans cette société qui est actuelle. Par exemple, moi je travaille sur de l'histoire de l'environnement, aujourd'hui les environnements maritimes, l'histoire du risque. On voit très bien finalement ce qui a pu m'amener à développer ce genre de champ de recherche, parce qu'aujourd'hui on vit et on entend de façon très régulière les conséquences de toutes ces questions de changements environnementaux. Tu travailles sur ce terrain, mais tu y vis aussi. Qu'est-ce que tu aimes en particulier sur ce territoire de Charente-Maritime? Sur le territoire de Charente-Maritime, ce que j'aime, c'est la profondeur historique dont il dispose. On pourrait dire la même chose un peu partout, hein. Mais effectivement, on a la chance d'avoir une espèce de continuité pour pouvoir raconter et analyser l'histoire entre des découvertes archéologiques, des découvertes en termes documentaires, des archives qui sont très nombreuses parce qu'on a eu effectivement la marine de guerre qui est venue s'installer à Rochefort, donc il y a énormément d'archives. Et puis j'ai envie de dire la mémoire aussi qui vient finalement en bout de course. Et puis j'imagine qu'il y a des moments, toutes ces connaissances, on les oublie pour juste admirer et profiter de tels paysages dans une belle lumière. Ah oui, il ne faut pas s'interdire d'être contemplatif, hein, parce qu'effectivement, dans une lumière de début de journée ou de crépuscule, on va voir des choses effectivement qui sont assez extraordinaires, notamment parce qu'on est sur des paysages de terre et d'eau. Et donc, il y a toujours cette magie, en quelque sorte, de ces paysages du littoral charentais. Pour terminer cette émission, je vous propose de partir naviguer depuis le port de l'Aiguille sur Seudre, avec une embarcation exotique, surprenante,
une pirogue hawaïenne particulièrement bien adaptée pour partir en exploration dans ces milieux entre terre et eau. Si j'affectionne vraiment ce coin de Charente-Maritime, c'est parce qu'il concentre tout ce que j'aime, des paysages magnifiques, envoûtants, qui suscitent de l'émotion, mais aussi une histoire, un passé qui raconte la capacité des hommes à s'adapter à leur environnement, à en tirer profit avec une certaine harmonie. Bref, un site qui permet de satisfaire autant sa soif de connaissance que son appétit pour l'émerveillement.